matin, on se lève différemment. Sans raison, tout a changé. C'est peut-être un soleil né dans la nuit qui nous offre le choix des couleurs. C'est peut-être une petite voix qui s'invite à notre table et promet de ne jamais nous quitter. Ou encore, un petit air entraînant qui fait dévier notre route par bonheur. Alors, on est prêt à refaire le monde. En fait, c'est pas si compliqué. Il suffit d'un éclair qui nous dit « Le changement, c'est pas les autres, c'est moi ». Lors du dernier épisode, les citadins ont reçu l'aide de 4 entrepreneurs en maçonnerie. Ceux-ci s'étaient lancé le défi de finir le revêtement extérieur de la maison dans les plus brefs délais. Ça se fait très vite et c'est très beau à voir. Et les petites touches que mettent les maçons aussi, les éléments décoratifs et tout, ça fait du bien. Aujourd'hui, les citadins s'attaquent entre autres à la toiture de l'édifice. Et Vincent transforme un vieux réservoir d'huile à chauffage en une pièce de mobilier pour le moins chaleureuse. Un objet, ça reste malléable et on peut vraiment décaler les fonctions. Il suffit de le vouloir et de l'imaginer. On est en train d'enlever la bordure de notre toit, surtout le pourtour qui est pourri. Et sur notre première toiture où il y avait une feuille de goudron et puis du gravier, il y a une deuxième toiture avec une deuxième feuille de goudron et encore du gravier. Donc voilà, le bord de la première toiture est parti et puis là on est en train de nettoyer le bord de la deuxième toiture qui est en dessous et qui est pas mal pourri. Moins pire que là, mais c'est dégueulasse, ouais. Bon, c'est pas tout droit. On a fait de la reprise de toiture à certains endroits, contreplaqué dessous, plus ce contreplaqué-là. Fait qu'on est à peu près prêt. Il y a des petits bouts qu'il faut nettoyer pour installer la membrane. Fait qu'à la fin de cette semaine, on devrait être étanche de partout. On est en train de démonter notre plancher, parce que par endroits il est pourri, par endroits il est brisé.
Donc on démonte tout, puis on va le remonter avec ce qui est encore en bon état. Puis on va se refaire un plancher neuf, quasiment. C'est des vieux puits de lumière. Il reste l'étanchéité à faire, le nettoyer comme il faut, le repeindre. Les fenêtres sont en bon état. Fait qu'il nous reste plus rien qu'à l'installer sur la boîte. Il nous reste un évent à faire ici. Appeler le gars de toiture pour installer la membrane. Je pense qu'on est en business. Les solutions nous arrivent parfois au moment où on ne les attend plus. Dans le cas des citadins, par exemple, ils s'étaient presque résignés au manque de carburant. Ils ne pensaient jamais qu'une solution viendrait d'abord leur chatouiller les narines. Puis, qu'elle prendrait la forme de sang. Un bon samaritain propose une solution aux citadins. Malgré leur pénurie d'essence, ils pourront ainsi terminer leur cueillette de matériaux. La première question que les gens nous demandent, c'est « Sentez-vous une différence? » On ne sent pas la différence en conduisant. La seule différence, c'est quand on sort dehors de la voiture puis on sent l'odeur de friture. Mais là, comme je peux voir, il ne reste plus beaucoup d'huile végétale. Donc, on va aller aux Belles Sœurs, une petite cantine spécialisée dans les patates frites à l'huile d'arachide. Liliane Boucher et Radé Gagnon, initiateurs du site d'alternatives écologiques Éco-Québec. Généralement, l'huile végétale est située à l'arrière, tout près des poubelles. C'est comme considéré un déchet. Alors ici, nous pouvons remarquer, c'est notre mine d'or, notre petite réserve. Alors, allons voir. Oh, ouais, une vraie merveille! Wow! Ça a l'air délicieux. Alors, l'huile qu'on voit ici, c'était de la belle huile d'arachide. Ici, au restaurant des Belles-Sœurs, c'est ce qu'ils utilisent, ce qui donne un très bon goût aux patates frites. Puis, le moteur diesel a été inventé par Rudolf Diesel pour rouler au départ avec de l'huile d'arachide, justement. C'est important, là, on voit qu'il y a beaucoup de grumeaux et d'autres petits éléments dans l'huile. C'est important de la filtrer. On ne peut pas utiliser de l'huile directement. Pour la filtration de l'huile, c'est assez simple. On a deux tuyaux. Un tuyau qui se rend vers l'huile usée, puis un tuyau qui se rend vers notre réservoir. Et entre les deux, eh bien, il y a deux filtres. Un filtre qui enlève les sédiments, tout ça, là, tous les résidus de frites, etc. Nous, notre batterie, elle est à l'arrière de la voiture maintenant, donc on branche la pompe directement sur la batterie. Moi, j'ai su, c'était dans l'air, hein? On savait qu'on pouvait rouler avec de l'huile végétale, alors j'ai trouvé de l'information sur Internet, j'ai rencontré des gens au Québec qui l'avaient fait, puis ensuite, ça m'a inspiré pour faire les modifications. J'ai pas beaucoup de connaissances en mécanique, moi je travaille dans les technologies de l'éducation, qui n'a aucun lien avec ce que vous voyez présentement. Ça m'a pris 4 après-midi, alors 2 journées complètes. Puis on était 2, il y avait moi et mon père qui se sont amusés. Mon père, je veux dire, lui, c'est un artiste peintre, fait qu'il non plus, il a quelques connaissances de base en mécanique, mais il n'est pas mécanicien. On a installé un petit réservoir. Alors ça, normalement, c'est un réservoir à bateau qui vaut une trentaine de dollars. Et on y a fait passer à l'intérieur des tuyaux qui est relié à l'antigel. Alors, ce qui fait refroidir le moteur fait réchauffer l'huile végétale. Le secret, c'est
Il faut chauffer l'huile végétale à 70 degrés Celsius pour qu'elle devienne aussi liquide que le diesel. Et il faut avoir une valve qui nous permet d'utiliser soit l'huile végétale ou le diesel. Ça, c'est la valve. Et la valve, elle est connectée à l'intérieur de la voiture à un petit interrupteur. Cet interrupteur-là nous permet de justement ajuster huile végétale, huile minérale, qui est le diesel. Puis aussi, on a une réduction de 80 de gaz à effet de serre quand on utilise de l'huile végétale. Bien, c'est tout à l'avantage du propriétaire d'une petite cantine de se débarrasser de son huile à quelqu'un qui roule, par exemple, à l'huile végétale, parce que le propriétaire doit payer pour se débarrasser de l'huile usée. Merci. Ce qu'on fait en ce moment, je ne sais pas si ça va changer énormément au niveau de la planète, parce que l'idée de l'huile végétale, on ne peut pas nécessairement l'universaliser. C'est une solution parmi tant d'autres. Ça s'inscrit dans un courant de pensée de petites alternatives qui commencent à prendre de l'ampleur. L'alternative au transport la plus efficace, c'est la marche. Alors, si on peut réussir à se déplacer à pied pour tous nos besoins, ça serait l'idéal. Mais présentement, dans notre société, tout est pensé en fonction du véhicule. Alors, je pense qu'aussi longtemps qu'on va être obligé de se déplacer à de grandes distances avec un véhicule, on va utiliser l'huile végétale dans notre véhicule. On peut penser qu'avoir sa propre voiture, c'est la liberté, mais quand je regarde le trafic le matin, chaque personne, 1 ou 2 personnes par voiture, puis que je vois des gens passer 1 heure, 1h30 dans le trafic, c'est pas la liberté, là. On n'en est plus là. Il faut vraiment trouver des alternatives et nos gouvernements doivent pousser pour ça. Là, il faut que ça prenne son envol puis que ça soit généralisé, disons. Rotse, division des aliments Maple Leaf. Première usine de production commerciale de biodiesel au Canada. Le biodiesel qu'elle produit résulte de la transformation d'égales proportions de gras animal et d'huile de cuisson recyclée. L'usine, qui possède une capacité de production de 35 millions de litres par année, évolue cependant dans un marché marginal. Elle vend son carburant alternatif à quelques distributeurs aux États-Unis, en Ontario et en Europe. Pour l'instant, son biodiesel est surtout utilisé pour les bateaux et les camions, notamment les propres camions de l'usine Rotse de Montréal. Au Québec, le biodiesel est taxé, au même titre que les carburants fossiles, l'empêchant ainsi de rivaliser avec ses concurrents. Seule une volonté politique pourrait permettre à ce carburant propre de progresser de façon significative. L'automobile moyenne au Canada émet 250 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Claude Villeneuve, biologiste, directeur de la chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi et auteur d'essais sur l'environnement. Ce qui fait qu'une auto, en fait, va, dans sa vie utile, émettre entre 20 et 30 tonnes de gaz à effet de serre. C'est énorme. Bon, ça pourrait être un endroit très facile pour lutter contre les changements climatiques que de gérer autrement cet outil-là. D'abord en le considérant comme un outil plutôt que comme un objectif ou un symbole de statut social, mais aussi en l'utilisant de façon beaucoup plus rationnelle. Chaque fois que vous mettez 400 litres d'essence dans votre véhicule, vous produisez 1 tonne de gaz à effet de serre. Et pour le Canadien moyen, c'est la principale source de contribution au changement climatique.
Je dois filmer la merveille qui est à l'intérieur. C'est la litière coagulante mis avant dedans pour pas que ça explose. Donc voilà, c'est notre canapé. Juste un tank à huile découpé. À l'intérieur, on va mettre juste une surface d'assise et puis le dossier vient au fond. Donc ça va être avec la partie, la chute là, découpée. On va faire le dossier qui va venir quelque part comme ça. Et là, on a donc les accoudoirs sur les côtés. Il ne faut pas encore tomber trop dedans. Et voilà, à peu près la position dans laquelle on peut être assis. Le sofa, c'est un objet que tout le monde connaît ici parce que c'est les réservoirs à l'huile de chauffage. Donc là, qui est un peu sacralisé, mis au milieu du salon et rendu très confortable. Alors que c'est en général sale, ça sent mauvais. C'est juste le changement de contexte qui fait sourire ce genre d'objet. Donc là, on est à une étape d'essai de confort. Normalement, ça se fait avec un verre et puis un journal. C'est juste trouver les bons angles pour être sûr qu'on soit bien à l'intérieur, un peu dans toutes les positions, qu'on puisse se retourner. Donc là, je suis en train de voir pour l'angle du dossier et l'angle de l'assise. Donc trouver les bons compromis pour qu'à la fois on soit bien et à la fois qu'il ait une bonne ligne. Donc voilà. Là où c'est intéressant souvent, c'est quand l'objet parle de son passé. Un objet détourné, souvent, on va l'appréhender d'abord d'une première façon, la nouvelle fonction qu'il a, et en le regardant, on va se dire mais oui, mais je reconnais cet objet, il est déjà dans mon inconscient, je l'identifie. Il va nous raconter vraiment une histoire. Là, on n'a pas besoin d'avoir de commentaires sur un objet détourné. En général, on remonte tout seul en le regardant. Ça, c'est quelque chose d'assez agréable et ça donne envie, en fait, je pense, de détourner d'autres choses. Je le fais toujours pour mon plaisir, détourner des objets, mais c'est vrai que ça reste un petit peu anecdotique souvent. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un moyen séduisant aussi de montrer que la fonction des objets n'est pas arrêtée. Ça, c'est tellement important. Aujourd'hui, on a l'habitude de voir des objets qui remplissent de plus en plus des fonctions ultra précises et donc qui sont fabriqués en grande série pour remplir juste la fonction de curer telle dent. Donc là, c'est juste se dire, un objet, ça reste malléable et on peut vraiment décaler les fonctions. Il suffit de le vouloir et de l'imaginer. Et ces réservoirs-ci, que deviendront-ils quand l'or noir ne jaillira plus? Depuis toujours, l'humanité gravit un escalier dont elle retire systématiquement la marche derrière elle. Du même coup, nous croyons nous rapprocher du ciel, mais en réalité, nous nous éloignons à peine du sol. Voilà pourquoi le plus important défi des grands de ce monde consiste désormais à nous ramener sur Terre. En décembre 1997,
quelques 160 pays se réunissent à Kyoto, au Japon. Ils discutent des mesures à prendre face au réchauffement planétaire. Malgré des négociations difficiles, ils parviennent à une entente déterminante. Les objectifs du protocole de Kyoto sont des objectifs symboliques. Ils visent, par rapport à l'année de référence 1990, à réduire les émissions des pays industrialisés de 5,2 % en moyenne. Ce ne sera toutefois pas possible de le faire compte tenu du fait que les États-Unis n'ont pas ratifié le protocole et qu'ils représentent à peu près 40 % des émissions qui étaient visées dans ce 5,2 %-là. L'objectif général de 5,2 % représente la moyenne des réductions de l'ensemble des signataires du protocole. Ainsi, de 2008 à 2012, le Canada vise une réduction de 6 % par rapport au niveau de 1990. L'Union européenne, elle, 8 %. 5,2 % peut paraître un petit chiffre, mais il est clair que c'est un premier pas. Et il faut voir que c'est 5,2 % par rapport à 1990. Or, les émissions ont augmenté de façon très importante. Par exemple, au Canada, on est à 24 % de plus qu'en 1990, ce qui fait que notre objectif étant de 6 %, il faudra réduire à l'intérieur de la période de référence de Kyoto de 30 % en réalité nos émissions. Ce qui fait que l'objectif, à l'échelle d'un pays, devient beaucoup plus grand que ce qu'il paraît, même si ça a l'air modeste. Donc, c'est une grosse bouchée pour les pays industrialisés, mais à l'échelle mondiale, étant donné qu'on ne contrôle pas l'augmentation des émissions dans les pays en voie de développement, il y a une augmentation qui va continuer de se produire. New York, population 8,2 millions d'habitants, septembre 2005. La ville, qui abrite le siège social de l'ONU, présente le sommet mondial de l'organisation. 170 chefs d'État et de gouvernement y assistent. J'ai espoir que l'espèce humaine n'aura pas à apprendre à ses dépens que l'environnement doit être protégé, que nous n'aurons pas d'abord à subir les effets du changement climatique avant de commencer à réfléchir. Professeur Wangari Maathai, militante écologiste, ministre adjointe à l'environnement, aux ressources naturelles et à la faune sauvage du Kenya, prix Nobel de la paix 2004. Il nous faut prévenir les conséquences qui risquent fort de se produire si le changement climatique se poursuit. En fait, de nombreux chercheurs sont convaincus que nos dirigeants doivent prendre les mises en garde au sérieux. Il est particulièrement important que les mesures proviennent de chefs de file comme les États-Unis. Cette superpuissance, un pays parmi les plus importants consommateurs de carburants fossiles, doit montrer le chemin. Si l'Amérique ne bouge pas, de nombreux pays hésiteront à agir. Mais une fois que les États-Unis auront fait un pas, de nombreux autres pays les suivront. Nous espérons que les pays qui sont riches, qui détiennent le savoir et les ressources, et qui sont en mesure d'agir, n'hésiteront pas à prendre des mesures courageuses. Il y a un manque de leadership dans le monde d'aujourd'hui. Il faut que l'environnement soit un enjeu central et pas seulement une question périphérique. Malgré le refus des États-Unis de ratifier le protocole de Kyoto,
une centaine de villes américaines se sont engagées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. On retrouve la pionnière à ce chapitre en Oregon. Portland. Population de l'agglomération, 2,1 millions d'habitants. La ville souhaite devenir la plus verte des États-Unis. Ici, la qualité de vie ne se mesure pas seulement en fonction de la beauté du quartier qu'on habite, mais en fonction de la facilité d'accès à des lieux situés hors de la zone urbaine. Ethan Seltzer, professeur d'urbanisme et de planification urbaine, Université de Portland. Tout d'abord, il y a le paysage. Nous avons une montagne à l'horizon et un océan au-delà de cette montagne. Les parcs et les espaces verts occupent environ 11% du territoire de la ville. Quand on parle aux gens de Portland, ils répètent toujours qu'ils veulent vivre près de la nature, qu'ils veulent s'y rendre à pied, qu'ils veulent que la nature fasse partie de leur vie. La culture cycliste est fantastique. Ici, il est possible de se déplacer à vélo 12 mois par année. Il fait froid en hiver, mais il n'y a pas de glace ou de neige dans les rues. Il y a beaucoup de jeunes. Les vélos sont vraiment abordables et c'est un moyen facile de se rendre partout dans Portland. Portland a adopté un plan directeur favorisant le développement du vélo sur une période de 20 ans. On y retrouve des projets d'expansion du réseau des pistes cyclables et l'implantation de stationnements pour vélos en ville ainsi qu'aux abords de stations de transport en commun. Depuis la mise en œuvre de ce plan, on estime que le nombre de cyclistes qui se rendent au travail a triplé. Le réseau de transport public de Portland est un ouvrage en cours. Au départ, on se demandait même s'il fallait se doter du transport en commun. Puis, dans les années 1970, la ville et la région ont pris une décision importante. On aurait non seulement un réseau de transport public, mais aussi des politiques qui visent à développer l'accès aux choses importantes aux yeux des citoyens, que ce soit les transports en commun ou les autoroutes. Le transport public a toujours été pour nous une partie intégrante du réseau des transports et non un élément à part. Et ça marche. Les gens peuvent se rendre partout dans la ville sans voiture. 40% de la population utilise le transport en commun, le vélo ou marche pour se rendre au travail. Il s'agit d'un des taux les plus élevés aux États-Unis. Ici, le réseau de transport public est composé d'autobus, de tramways, de trains légers, qui sont tous reliés à des destinations importantes. La clé du succès pour le transport en commun, c'est que l'expérience soit agréable, de sorte que les gens choisissent ce mode de transport. En fait, nous avons constaté que la plupart des passagers du train léger ont des voitures, mais qu'ils les laissent à la maison. Les gens préfèrent le réseau public, à condition qu'il soit efficace et attrayant. Durant la semaine, le système de transport léger sur rail a permis d'éliminer quotidiennement 65 000 déplacements en voiture. Sur une base annuelle, le trafic se trouve donc allégé de près de 21,7 millions de ces déplacements. En réduisant le nombre de kilomètres parcourus chaque année par les automobilistes, Portland se démarque largement des autres villes de la côte ouest américaine. Portland est une ville américaine, il ne faut pas se leurrer. Nous nous déplaçons souvent, et ce, dans de grosses voitures. Nous succombons aux publicités qui nous montrent un véhicule seul dans la nature sauvage. Ces choses font partie de notre culture. Il ne faut pas le nier. Mais en même temps, les gens commencent à modifier leur comportement, à faire de nouveaux choix dans leur vie de tous les jours. Au début des années 1970, il était tristement notoire que Portland était coupé de sa rivière, la rivière Willamette, par une autoroute urbaine à 4 voies, une route express à accès limité qui bloquait l'accès au bord de la rivière. Et puis un groupe de militants a décidé de tenir des pique-niques sur le terre-plein central pour faire valoir à quel point il était difficile, à quel point il était important d'avoir accès à la rivière.
Le résultat, la ville et la région ont décidé d'abolir cette route et de consacrer l'espace à un parc. Une chose est certaine, l'autoroute riveraine, tout comme le Journal Building, ne seront bientôt qu'un souvenir. Aujourd'hui, nous avons un parc riverain qui s'étend sur toute la longueur du centre-ville. C'est le lieu des fêtes publiques et des pique-niques quotidiens. Ça a été un pas important pour nous. Un plan controversé de développement urbain de l'État d'Oregon limite aussi l'étalement de la banlieue de Portland. Le plan limite l'expansion urbaine. Un promoteur aimerait construire un centre commercial près d'un futur échangeur routier. Est-ce une bonne idée? Pour le promoteur, sûrement, mais pas nécessairement pour la communauté. La frontière urbaine réoriente le développement vers l'intérieur de la ville. Elle favorise une croissance plus compacte. La frontière urbaine englobe une superficie d'environ 943 km². Il y a assez d'espace pour répondre à nos besoins pour les 20 prochaines années. Est-ce que ça suscite des discussions? Oui, parce qu'il y a des gens qui s'opposent à toute forme de planification. Ces efforts de planification urbaine ont porté fruit. Aujourd'hui, le centre-ville de Portland est un endroit habité, dynamique et vivant. Elle est également l'une des villes américaines qui compte le plus de bâtiments verts. Dans la même optique d'économie d'énergie, les parcomètres de la ville ont été remplacés par des modèles fonctionnant à l'énergie solaire. Le taux de recyclage à Portland est de 54 %. C'est l'un des plus élevés aux États-Unis. Au début des années 1990, Portland s'est jointe à un regroupement international de villes qui cherchaient des moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre. À l'époque, les problèmes semblaient insurmontables. Pourtant, on constate que Portland, contrairement à la plupart des villes nord-américaines, a réduit ses émissions de CO2 à un niveau inférieur au niveau de 1990. Une réalisation extraordinaire. Ceci n'est pas dû à une mesure en particulier, mais à de nombreuses mesures que nous avons adoptées. Notre succès est le fruit de nombreux gestes et sans aucun doute de choix individuels de la part des citoyens. S'il y a une leçon à en tirer, c'est la suivante. L'effet cumulatif de beaucoup de petits gestes permet de parvenir à un résultat, comme la réduction des émissions de CO2. On a choisi comme revêtement pour la toiture une monocouche de couleur grise versus blanche pour prévenir trop de réflexion. On a des voisins, on les a considérés, on a considéré la réflexion de notre toiture chez eux, ça serait un peu insupportable. On a choisi cette membrane-là à cause, de son coût est très peu coûteuse au pied carré et de deux, à cause de sa facilité de mise en place. La membrane TPO est une membrane polyoléphine thermoplastique. Elle est beaucoup plus légère qu'un recouvrement conventionnel, en plus d'être imputrescible. Les principales étapes pour installer un système comme celui-là, c'est relativement simple. Stéphane Levasseur, couvreur professionnel. Ce qu'on fait, on le déroule, on l'aligne, on le visse seulement qu'au niveau du chevauchement et
l'autre membrane qui vient chevaucher par-dessus pour cacher nos ancrages. On vient souder à l'aide d'un fer chaud. Les qualités d'une toiture, comme on a ici derrière le TPO, versus un multicouche. Le multicouche est fait avec des feutres organiques. Souvent, on va retrouver sur les toits plats de l'eau stagnante. L'eau stagne sur la toiture, va avec la glace faire un phénomène d'abrasion, tasser le gravier. Le soleil vient, lui, il enlève les huiles du bitume, le fait fendre. Et puis là, les feutres, eux, qui sont organiques, commencent à pourrir. Si on parle d'une toiture comme ici, en TPO, il n'y a aucun phénomène d'abrasion. Il n'y a pas de bitume dont les huiles peuvent s'évaporer et faire vieillir prématurément la toiture. Et puis, elle est 100% recyclable. Donc, après coup, plutôt que de l'envoyer au rebut, on l'envoie se faire recycler par la compagnie directement et ils refont une membrane avec elle. Pour faire un système jardin, la grosse problématique qu'on avait là, en toiture, justement, c'est qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes qui se nourrissent de bitume. Et c'est pour ça que si on ferait des terrasses jardins sur des toitures en bitume standard, les racines pourraient venir traverser et affecter les structures du bâtiment. Dans le cas des systèmes avec les membranes TPO ou les membranes élastomères, les racines ne peuvent pas venir passer bord en bord. D'après les armatures et aussi, surtout dans ce cas ici, on a un système qui est thermoplastique, donc c'est un plastifiant. Les racines ne peuvent pas venir pénétrer et affecter les structures à l'intérieur. Ça pourrait être un toit vert, mais juste on n'a pas le temps, c'est pas le projet qu'on développe là pour l'instant. Mais techniquement, si on voulait après revenir avec un toit vert, c'est tout à fait possible. Alors, ce bois est encore en très bonne condition. On est en train de gratter plusieurs couches de peinture pour le préparer à recevoir la finition qu'on va y mettre. Ça fait partie de la valeur historique de la maison. Et étant donné que le bois est encore en très bonne condition, plutôt que d'en reconstruire une pour la remplacer, elle est très bien. Alors, on fait juste la réparer et la préparer. Paraît, c'est aussi résistant qu'une multicouche. Ça, le temps va le dire, c'est ça. C'est un peu ça qui arrive avec les nouveaux matériaux. Ils doivent se prouver dans le temps. Mais d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai touché, ça me paraissait assez costaud. Surtout qu'en dessous de cette couche-là, on a mis des panneaux de particules de bois très mous, justement pour avoir un coussin en dessous pour éviter qu'elle se perce. Aujourd'hui, Radé était libre, donc il m'a demandé s'il voulait bien venir avec nous à Métaux Dépôt, parce qu'on a encore quelques petites choses à aller chercher là, puis on n'a plus d'essence. Donc on l'a pris par la main, on a dit allez viens avec nous, on va te montrer un endroit qui est chouette. Puis ça nous permet d'aller ramasser notre métal. Et donc on y va sous l'odeur de la patate frite. Regarde des copeaux de bois, mais ouais, des copeaux de métal. sur le grinder là. Il y a des trucs que tu arrives à identifier, puis il y a des trucs que tu n'as aucune idée ce que c'est. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de trucs que tu n'arrives pas à identifier. C'est ça. C'est plein. Métaux Dépôt, c'est un lieu où ils récupèrent le métal pour le revendre aux fonderies, pour refaire du métal, etc. Et c'est hyper impressionnant parce que quand tu arrives là, tu vois le bâtiment, puis derrière, il y a comme un raz-de-marée de métal là. Mais au début, ça ressemble juste à rien, on dirait une montagne. Puis tu t'approches, tu regardes et puis tu vois un bout de voiture, une machine à laver, puis un vélo là. C'est assez... On dirait une vague, on a mis pause là, puis c'est super impressionnant. Ouais, ça peut être pas mal ça. Ouais, c'est la liste des bidules qu'on a besoin de faire. Alors j'essaie de trouver qu'est-ce que ces bidules-là peuvent faire avec ces bidules-là, puis j'essaie de faire les liens là, mais garde-corps, porte-serviette, rangement au escalier, poignée de porte, revêtement de mur, non. Il y a des trucs, je sais même pas ce que ça va être, je marque bidule. Il me faut 6 bidules. Ça fait tout n'importe quoi. Des bébés, comme vous dites. Le fonctionnement normal chez Métaux Dépôt, c'est que tu ramasses ton métal, tu l'amènes, tu le revends,
puis eux s'occupent de retourner le faire fondre. Nous, on a fait un peu la chose à l'envers, c'est-à-dire qu'on y va pour choisir des choses et les acheter. Mais c'est comme une faveur là, parce que c'est pas ce qui se passe normalement. On a fait de belles trouvailles, on a trouvé la tôle offset, qui est de la tôle d'imprimerie. Et je pense qu'on va mettre ça dans la salle de bain. Je sais pas encore si on va mettre ça au plafond ou au mur là, mais on va sûrement mettre ça comme revêtement parce que c'est assez, ça fait de la belle lumière là. C'est un chouette matériau. Il suffit qu'on trouve, je sais pas si on va coller, clouer ça ou l'agrafer. On n'a pas encore décidé là, mais ce sera sûrement les murs de la salle de bain. Quoi? J'arrive. C'est pour la toilette. Pour s'asseoir dessus, ouais. Pour la salle à manger. Non. Un réservoir d'eau pour la toilette. Non, c'est du lourd, c'est pas. C'est pas trop lourd, non? C'est pesant. On a trouvé des barils de bière qui sont super beaux là. Alors ça va peut-être être le système dehors pour récupérer l'eau. Comme il pleut souvent, de toute façon. Ah, c'est sûr. Désolée, il pleut chez vous, je suis désolée. On n'est pas dans le bidet de la France, mais presque. Les premiers étés indiens, tout ça. Allez. Allez. À la maison. Moi, je vais m'en prendre un aussi. On a éventuellement passé au système pour les toilettes, éventuellement, parce que c'est une quantité qui est pas mal, là. Donc, on va voir à quel point on peut les percer, les utiliser, mettre de la tuyauterie dedans. Je sais pas encore bien, mais on va sûrement les utiliser pour des choses de système d'eau, en tout cas. 100 kilos ou en livres? Allez. On a 232 livres. Le budget commence à être un peu serré parce qu'on arrive vers la fin, là. Donc là, on avait ramassé pas mal de choses en métal. Et puis, les barils de bière, par exemple, c'est pas mal lourd, là. Donc on était un peu inquiets. Puis au final, tout ce qu'on a pris, on en a eu pour 144 $. Et en euros, ça fait, je sais pas moi, un peu plus de 100 €. Un peu plus de 100 €, je pense. Métaux Dépôt récupère 50 000 tonnes de métal annuellement. Tu fais bien ça. Ouais. Fait que c'est ça, la station de service. C'est où est-ce que tu es rendu, mais tu peux... C'est bon, là. Ouais, attention, tiens-le. On vient de faire le plein d'huile à pétate frite. C'est quand même fabuleux, hein? T'as plus besoin de... T'es autonome des garages, t'es autonome des compagnies de pétrole, t'es comme... allez! C'est les un peu les mains, là, mais comme c'est moi qui l'ai fait, tu t'en fous, tu vois que les bons côtés, hein. Moi, j'adore le principe. J'adore le principe. Non, mais c'est sûr. Je lève ma main, ça, c'est sûr. 14 jours et demi, ça veut dire une semaine. Ça veut dire une semaine à 3, ouais. C'est juste On impossible. a la cuisine à faire, on a... tu sais, Ouais, faut, c'est sûr que là, c'est... Enfin, je suis d'accord, c'est... soit on décide d'avoir des murs en isolant brut. C'est ça. Et là, on a la phyto. Et on fait de la phytofiltration, soit... Si on finit la maison. si on veut que ça ressemble à une maison, qui ressemble à une maison. L'idée est bonne, puis tout le monde pense que l'idée est bonne. Enfin, là-dessus, on est tous d'accord. C'est que filtrer notre eau pour la réutiliser, mais c'est parfait, là. C'est ce qu'il faudrait faire, et puis tout le monde devrait faire ça. Mais le problème numéro 1, c'est le temps. On n'a pas le temps de faire ça. Le truc est conçu, on l'a pensé, il est pas mal réalisable. On n'a juste pas le temps de trouver les matériaux, les mettre en œuvre et puis faire que ça marche. Là, elle est au point, on sait combien ça nous coûte, ça rend On sait que ça se fait. C'est ça qui est chouette. On sait que ça se fait, c'est que ça validé, fonctionne. ça fonctionne. La prochaine maison. Harakiri. Oui, il n'y a pas de problème. Je me rends compte que c'est pas très crédible dans le temps qui nous reste, quoi. On a dû abandonner ce truc-là, mais je crois que c'est pas si grave que ça parce qu'on en a tellement parlé, puis on en a parlé autour de nous. Mais je pense qu'on a quand même fait avancer les choses. Enfin, moi, par exemple, c'était un système, j'avais pas idée, je savais pas que ça existait. Bah déjà, maintenant, j'ai cette idée-là, puis je vais continuer à avancer, puis faire mes projets avec cette idée que ce truc-là existe. Et je pense que je suis pas la seule. Et si on a un peu fait bouger les choses autour de nous, ben, c'est déjà ça. Il n'existe pas, mais dans la tête des gens, il a un peu existé, là.
En discutant, on a reparlé du système extérieur, là. Puis on a fait, Vincent a fait un petit croquis, récupération d'eau de pluie. On a un truc, on mettrait plus de temps à faire ça. Je suis juste déçu par rapport aux priorités des choses, mais après c'est un travail de groupe, donc bien sûr on voit tous ensemble. Et puis c'est vrai que pour l'ensemble du groupe, l'objectif principal c'était d'avoir une maison finie. Ouais, à la limite, si elle n'était pas finie et qu'on arrivait à valider un principe de phytofiltration qui marchait pour un habitat particulier et juste montrer aux gens que ça peut fonctionner, que c'est simple et que ça peut fonctionner, ça me semblait peut-être plus important que d'avoir des finis muraux avec des matériaux détournés. C'est très sympathique, mais disons que c'est plus de la décoration que des vraies solutions environnementales, je pense. Alors là, on est en train de finir notre corniche, parce qu'on a l'échafaudage qui part demain, donc il faut que ça soit fini. On finit de placer les moulures, on a encore une pièce de métal qui va arriver, puis on va peindre tout ça, puis on va attendre que ça sèche entre deux couches, puis on va repeindre, et puis tout ça doit être fini ce soir. Parce que sinon, on est dans le trou. Sinon, il faut voler pour venir finir la corniche. Vas-y, je te la maison. C'est la tienne des cœurs. Ah ouais. Ok. T'as un bout de scotch? Super. Il s'en vient jusqu'ici, c'est bien ça? Bah, tu peux pousser encore de... Je sais pas, je dirais 3 mm parce que là j'arrive pas à réfléchir. Ok. En dessous. Sans pied, pousse, ça me garde. En dessous, comme ça. Ouais. C'est beau. Ça, c'est beau. C'est beau. Ça allait bien, ça. Ça y est, là on est en train de faire des choses qu'on va voir à la fin, alors ça fait plaisir. On a fait la corniche, puis là on est en train de faire toutes nos fenêtres, là, les boîtes de fenêtres, puis on va faire les fenêtres. Alors ça fait plaisir parce que c'est quelque chose qu'on verra à la fin. Mais c'est quoi cette couleur? Une sorte de cappuccino chocolat au lait crémeux. Ah mais là ouais. Là si je vous en nuancer. Cappuccino d'avant-hier. Ah c'est ça. L'aile c'est dans le garage comme tous les week-ends. C'est comme ça qu'on s'inspire pour nos couleurs en fait, je t'ai pas dit. C'est un bel sang avec ce qu'il y a sur la table. Ok, oui. Puis quand c'est du verbe, c'est que c'est dans le frigo. Depuis le début, les citadins vivaient la valse des émotions. En les observant, je me disais, changer notre vie n'est pas chose facile. Mais quelles que soient les difficultés, il y a au moins une bonne raison de sourire. Quand on ose tracer son propre chemin, on peut traverser le fil des jours, le cœur léger. Lors du prochain épisode, les citadins préparent la pièce maîtresse de leur salle de bain.
En faisant 3 trous, on peut passer un système déjà tout existant. Ça, c'est si on n'a pas le temps de faire mieux. Ils confèrent une touche très montréalaise à leur plancher. Donc dès qu'il y a un petit défaut, en fait, ils ne peuvent pas les mettre en vente parce que ça veut dire qu'il ne va pas glisser de façon très rectiligne. Donc là, on a reçu un petit stock de rochers de fabrication. Aussi, quand la nature et la ville trouvent une forme de symbiose. D'ici là, l'expérience se poursuit sur le web.